Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, quoi de mieux que d'apprendre en s'amusant? C'est le credo de Yann Bouvier, un professeur d'histoire aux centaines de milliers d'abonnés, notamment sur TikTok. Et on va vous présenter son portrait dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Dorit. De quoi allons-nous parler avec vous aujourd'hui? Hello, aujourd'hui on va parler de la santé mentale au travail. On voit ça dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Alors que la France et les pouvoirs publics s'interrogent sur la sécurisation des établissements scolaires, notamment, vous le savez, suite à l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, professeur de français. Un dispositif français est primé à plusieurs reprises au concours Lépine International en 2022 et 2023 répond justement à ces demandes de plus en plus nombreuses. Ça s'appelle Black Eyes et on en parle avec son fondateur Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour. Fondateur de Black Eyes, on va en parler dans un instant. Enzo, c'est un nom d'emprunt et on va comprendre tout de suite pourquoi. D'abord, on place au focus. Apprendre en s'amusant, c'est le credo de Yann Bouvier, plus connu sous le nom de Yann tout court sur TikTok, où il a quand même plus de 800 000 abonnés. Le professeur d'histoire donne quelques clés pour mieux appréhender le passé. Voici quelques extraits de ses vidéos les plus marquantes avec Xavier Terrade. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Non. Heureusement qu'on peut compter sur Yann Bouvier pour rétablir certaines vérités. Plus connu sous le nom de Yann tout court sur TikTok où il a près de 800 000 abonnés, le professeur d'histoire et de géopolitique dans un lycée de l'agglomération toulousaine démonte les théories du complot et réagit avec humour et sérieux aux petites polémiques historiques qui défraient la chronique. On peut parler de Cléopâtre dans le prochain film Netflix ou... Cléopâtre était donc, a priori, blanche. Oui, on va parler de la grosse polémique culturo-politico-historique du moment, la série documentaire de Netflix, Queen Cléopâtra. Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, était bien gréco-macédonien, peut-être pas pur jus, ça on ne saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la mère de Cléopâtre, on la connaît pas. On a une source, Strabon, qui est un historien grec contemporain de Cléopâtre, et qui nous dit que Ptolémée XII a eu une seule fille légitime, et pas Cléopâtre. Celle-ci était donc sûrement la fille d'une concubine de son père, peut-être grecque, peut-être couchite. Et donc Cléopâtre était peut-être grecque, peut-être métisse, on n'en sait rien. Cela fait de longues années que Yann Bouvier partage ses cours sur Internet. Entre 2014 et 2018, il avait marqué les esprits avec ses élèves en faisant revivre sur Twitter l'histoire d'un poilu de la Première Guerre mondiale. C'est lors du premier confinement en 2020 que les choses ont pris une proportion plus grande. Dans le cadre exceptionnel du confinement lié au Covid-19 auquel nous sommes tous soumis, je fais le choix de libérer l'accès à absolument toutes mes ressources, cours, vidéos inédites de mon site internet à toutes les personnes de passage qui voudraient s'en servir pour faire cours ou pour suivre des cours dans les semaines à venir. C'est ainsi qu'il est devenu pour beaucoup d'élèves une référence. Son secret, expliquer certaines notions du cours avec un ton légèrement décalé. Vous avez bien compris, Napoléon III est le neveu de Napoléon Ier, mais c'est aussi son petit-fils. Ils se sont connus, peut-être qu'il l'appelait Papy Tonton, je sais pas. Certains le remercient même d'avoir sauvé leur bac, même si le principal intéressé s'en défend. En bon conseiller, Yann Bouvier dissuade aussi à sa façon ses élèves d'utiliser ChatGPT avec une démonstration implacable. Il a notamment mis fin aux privilèges nobiliaires. Non, la fin des privilèges de la noblesse, c'est 1789. Et alors ensuite, on peut lire « en instaurant une politique de tolérance religieuse ». Les protestants apprécieront. Et si on regarde le texte dans son ensemble, non seulement il est un petit peu court, il y a une absence quasi totale de dates, et surtout, ça ne parle jamais de Versailles. Alors que c'est fondamental. Moralité, tu peux utiliser ChatGPT sans te faire choper. Par contre, t'auras une mauvaise note. Les conseils d'un professeur entrés à sa façon dans l'histoire d'Internet. En même temps. Et voilà pour le portrait de Yann Bouvier qu'on a reçu dans l'émission Souvenirs d'écoliers avec Malika Ménard, une émission que vous pouvez évidemment retrouver en replay sur notre site internet. Tout autre sujet à présent, vous le savez, aucun système de ce type n'existait jusqu'à présent, mais son expérience en première ligne des attaques ou des prises d'otages l'a poussé à l'inventer. Enzo, membre actif des unités spécialisées d'intervention et que nous avons le plaisir de recevoir en plateau aujourd'hui, est le fondateur aussi d'une entreprise dont les outils protégés
protège les enseignants, les élèves et les personnels dans les établissements scolaires en cas de besoin. Et ce, le temps que les forces de l'ordre puissent intervenir. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Enzo, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelais en introduction de l'émission, Enzo, c'est un nom d'emprunt puisque vous travaillez dans ces unités d'intervention spécialisées de la police. On le sait, en situation de crise, le mot d'ordre est d'agir très rapidement pour gagner du temps, se mettre à l'abri en attendant l'arrivée des secours, évidemment, mais ça ne fait malheureusement pas tout. N'empêche pas non plus à quelqu'un de mal intentionné ou de malveillant d'entrer dans un établissement ou dans une salle de classe. C'est donc là que vous intervenez avec votre casquette d'entrepreneur cette fois-ci, puisque vous avez monté cette entreprise Black Eyes et un produit phare qui a été récompensé notamment ces derniers mois au concours Lépine, ça s'appelle Lock Off. Est-ce que peut-être rapidement vous pouvez nous raconter l'histoire de ce produit qu'on voit à l'écran ? Alors ce produit est né tout d'abord parce que je suis parent avant d'être policier. Et en France, vous avez une note qui s'appelle, c'est pas une note, mais c'est ce qu'on appelle les PPMS, c'est les plans particuliers de mise en sûreté dans les établissements scolaires. Et s'il y a une intrusion, vous devez soit fuir, soit vous confiner le temps d'attendre les forces de l'ordre. Et après réflexion, je me suis dit, on demande à une institutrice ou un instituteur qui sont déjà stressés sur une situation de crise, de pouvoir protéger les élèves, se protéger eux-mêmes s'ils doivent se confiner en mettant des tables, en mettant des chaises devant une porte. Ils ne sont pas forcément formés. Et ils ne sont pas forcément formés. Maintenant, la formation, je vous le dirai par la suite, c'est même primordial. Donc, en fait, j'ai développé un produit. Tout d'abord, j'ai commencé à travailler dans mon garage. Par la suite, j'ai fait un deuxième prototype que j'ai présenté aussi à mes collègues et à mes amis. Donc, l'idée était assez bonne. Et par la suite, après une multitude de tests, il y a un produit qui est sorti. Le produit a été qu'on a breveté, parce qu'il est breveté maintenant à l'international. Donc, Cocorico, on sait faire des choses en France. Made in France. Des idées, Made in France. On le fait dans une petite société qui nous a fait confiance, que je remercie déjà. Et par la suite, écoutez, on a été sélectionné pour le concours Lépine en 2022. Donc nous avons remporté la médaille d'or du concours Lépine et le prix du ministère de l'Intérieur avec ce produit qui est simple d'utilisation, qui s'installe comme un extincteur dans une salle de classe ou dans une salle de réunion, un vestiaire. Voilà, c'est vous qui décidez. Et le but, c'était de créer une panic room ou une pièce sécurisée en moins de 3 secondes, n'importe où et n'importe quand. Ça ressemble à une sorte d'agrafeuse, c'est ça qu'on place sous la porte d'une classe, par exemple. On clique dessus, on le voit à l'écran. Qu'est-ce que ça vient faire, du coup ? Ça met en pression la porte, ça la lève et ça met une pression de plus de 180 kg sur la porte. Qui la rend inouvrable. Inouvrable. Ça ralentit surtout, parce que je ne pourrais pas vous dire que ça arrête complètement, mais ça, c'est toujours le terrain qui commande, et donc c'est le modèle de la porte. Mais ça arrête la porte. Et surtout, c'est que ça peut être utilisé par n'importe qui. Ça peut être utilisé par un élève, ça peut être utilisé par une personne qui est en stress. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte. Et avec ce produit-là, qui est facile d'utilisation, on peut se confiner, se déconfiner, se confiner, se déconfiner. Autant de fois que possible. Alors que le plan Vigipirate vient d'être rehaussé au niveau urgence attentat après l'attaque, on disait en introduction, attaque terroriste à Arras le 13 octobre, vous dites dans une interview à nos confrères de Madines qu'il n'est plus question d'attendre pour sauver des vies. Vous estimez que trop peu a été fait depuis les attentats du Bataclan pour sécuriser notamment les lieux publics. On parle ici évidemment dans l'École du Futur de ce que vous faites dans les écoles, mais plus généralement, est-ce que ces produits-là pourraient s'adapter aux lieux publics ? Tout d'abord, depuis les attentats, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le ministère de l'Intérieur ou par d'autres organismes. Plusieurs produits existent pour pouvoir interagir et pouvoir répondre à la demande et répondre à la problématique de l'intrusion qui n'est pas anodine, parce qu'en fait, comme je vous dis, vous m'entendrez toujours dire c'est le terrain qui commande, mais c'est totalement ça. On peut pas sécuriser une école et une autre, ce sont deux choses différentes, et il faut faire du sur-mesure. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Maintenant, le but c'est de créer des produits. En tout cas, nous, ce qu'on développe, c'est des produits simples d'utilisation. Déjà, ça c'est la première chose, puisque en fait, on a un adage qui dit la simplicité et la sophistication suprême. C'est Léonard de Vinci qui a dit ça, c'est pas moi. Donc, typiquement, il fallait que ça soit des produits faciles d'utilisation, qui puissent être utilisés par tout le monde, et qu'on puisse installer
n'importe où. Une enquête du ministère de l'Éducation nationale pour faire suite à ce que vous venez de nous dire, lancée après l'attentat d'Arras, montre que presque aucun établissement ne dispose justement d'une alarme reliée aux forces de l'ordre. Pourquoi, selon vous ? Pourtant, les intrusions, c'est quand même pas quelque chose qui est nouveau. Tout d'abord, mes collègues ont déjà beaucoup de travail. Ouais. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est clair que beaucoup de choses ont été mises en place sur des dossiers d'aide à l'intervention, parce qu'il faut connaître un peu le bâtiment de sa commune, l'école, la mairie ou tout autre établissement recevant du public. Maintenant, c'est une très très bonne chose, le fait est que ça soit directement envoyé aux forces de l'ordre, puisqu'en fait, on va gagner du temps. La problématique, en fait, le pire ennemi de l'intervention, en tout cas de la force de l'ordre, c'est le temps. Plus vous gagnez du temps, plus vous pouvez répondre à la demande. Je m'explique. Lorsque vous alertez, vous souhaitez que tout de suite les forces de l'ordre soient là, ce qui est compliqué. Bien sûr. Quand les forces de l'ordre reçoivent la notification ou l'alerte, ils vont faire leur maximum pour être là. Mais ce qui va coincer, c'est l'information. Alors justement, effectivement, pour gagner encore plus de temps, suite aux résultats de cette enquête, Gabriel Attal a souhaité une généralisation de ce qu'on appelle les boutons d'appel dans les écoles. Vous aviez pourtant déjà créé Push Panic il y a déjà quelques mois, un système d'alerte par notification sonore et visuelle. Ça ressemble à un énorme joystick sur lequel on vient appuyer et qui permet, je crois, de prévenir jusqu'à plus d'une centaine de personnes lors d'une situation à risque, c'est ça ? Tout à fait. Alors, ce bouton panique, c'est un buzzer. Ça donne envie d'appuyer dessus. C'est ça. Et c'est peut-être un risque aussi. Et c'est peut-être aussi un risque, mais nous avons mis en place des choses pour que ce ne soit pas utilisé à des mauvaises fins. À des mauvaises fins. À défaut, la technologie, le plus important, c'est de donner l'information à tout le monde. Et pourquoi ce produit peut être intéressant, c'est lorsque j'actionne le bouton panique, il envoie une notification de 1 à 200 personnes. C'est-à-dire que si je suis dans une salle de classe ou dans un bureau, déjà, le fait est d'envoyer une notification, en tout cas une alerte, tous mes collègues sont au courant à un instant T qu'il se passe quelque chose. On peut choisir les personnes à qui cette notification est envoyée. Vous mettez une liste en place, vous pouvez choisir. Donc à défaut, ça peut être les collègues avec lesquels on travaille, ça peut être le responsable sécurité qui est à l'extérieur, ça peut être la police municipale. Et surtout, c'est que là, ça a commencé à être mis en place pour les services, forces de l'ordre, police nationale et gendarmerie. Et ce qui est totalement intéressant. Bien sûr. Vous travaillez déjà avec des écoles, des universités, des lycées ? On travaille avec des écoles, on travaille avec la commune du Plessis-Robinson. On a travaillé avec l'université Paris 3, qui nous ont fait confiance. C'était parmi les premiers à travailler avec eux et de voir des produits qui étaient, on va dire, novateurs, mais qui étaient nouveaux, puisque ça n'existe pas ailleurs. Ça leur faisait peur ? Quels étaient leurs retours ? Ça leur faisait peur, c'était juste un nouveau produit qu'il fallait faire une batterie de test, qu'il fallait tester. Donc, ils nous ont accompagnés, et on leur remercie pour ça, parce qu'on est une petite start-up. Mais ça a été aussi intéressant, puisqu'en échangeant avec les professeurs, en échangeant avec les syndicats des parents, en échangeant avec les parents, en échangeant avec les élèves, ça a permis d'avoir un produit abouti. Alors qu'il y a aussi peut-être un sujet de formation des élèves dans les écoles. On parle effectivement de ces produits que vous lancez notamment, et vous en faites partie, qui permettent de renforcer la sécurité des enfants dans les écoles et évidemment de leurs professeurs, de la communauté éducative. On réfléchit aussi à ces enjeux de formation, notamment à des gestes tout simples qui sont des gestes de premier secours. Aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas une partie de la solution aussi que de former les enseignants, les élèves au PPMS, les points particuliers de mise en sûreté dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi plus généralement et peut-être plus simplement à des enjeux de premier secours? Écoutez, on peut faire pas la comparaison, mais on peut faire le parallèle entre la sécurité et la sûreté. La sécurité, typiquement, il y a plusieurs années, les premiers secours étaient destinés à des pompiers, étaient destinés à des adultes. Maintenant, ça s'est démocratisé. Vous pouvez avoir des CM1 qui ont fait le PSC1, les premiers secours, et qui peuvent, en cas de danger à la maison, appeler le 15 ou mettre leur papa ou leur maman sur le côté. Et il y a eu beaucoup d'élèves qui ont sauvé leurs parents ou leurs grands-parents. Et pourtant, les premiers secours étaient destinés qu'à des adultes. Donc on a montré qu'on pouvait le faire à des élèves. La sûreté, c'est un peu plus différent, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais derrière, il faut aussi leur expliquer pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise. Ouais. L'enjeu de formation est aussi important. Et ça permet aussi de répondre un peu à la problématique du HOT, qui veut dire humain,
organisationnelle et technique. Eh ben, vous allez nous en parler effectivement dans un instant. Pardon, je vous coupe, mais juste avant, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniot. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Enzo, le fondateur de Black Eyes. Enzo, si vous voulez bien, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui vous allez nous parler de bien-être au travail. Alors c'est quoi justement? Peut-être une petite définition pour commencer du bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est le fait d'être respecté, valorisé, reconnu, écouté. En un mot, l'humain, c'est le fait d'aller bosser tous les jours en se sentant serein et pas avec la boule au ventre de se lever le matin et de trouver une ambiance qui va être pesante ou un management toxique. Le bien-être au travail, c'est aussi des avantages comme le télétravail, la flexibilité, la liberté de bosser d'où on veut, le respect de l'équilibre vie pro, vie perso. Mais avant tout, c'est un environnement, une ambiance saine où on prend plaisir à venir tous les jours. Alors, je crois aussi qu'il y a une problématique de santé mentale qui entoure ce sujet du bien-être au travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, le bien-être au travail, c'est de la santé mentale. Il y a le premier baromètre biannuel dédié au bien-être mental en entreprise qui est sorti cette année et qui a été fait par Alan et Harris Interactive. Il montre que les Français ne veulent plus choisir entre leur bien-être mental et leur carrière. Ça préoccupe beaucoup les jeunes de la génération Z, ces jeunes nés entre 1995 et 2010. Pour 94% d'entre eux, se sentir bien dans son travail permet de se sentir bien dans sa vie en général. Mais évidemment, la santé mentale concerne les jeunes et les moins jeunes. Et là encore, on a des chiffres. L'immense majorité des salariés, donc 90% quand même, et des Français, donc 91%, estiment que les difficultés psychologiques sont de plus en plus répandues au travail. Et en quoi le bien-être au travail, justement, est un enjeu majeur pour les RH, les ressources humaines aujourd'hui? Parce qu'on parle de fidélisation quand on parle de bien-être au travail, forcément. Benoît Serre, qui est DRH de L'Oréal, déclare en préambule de ce baromètre « En choisissant le chemin
chemin de l'attention, de la prévention, de l'écoute et de la confiance. Donc, pour l'individu, nous pourrons réconcilier les vies professionnelles et privées en arrêtant d'essayer de seulement les équilibrer. Le bien-être mental, c'est aussi la meilleure solution donc pour lutter contre le désengagement. Pour les salariés français, il s'agit de vraies actions à mettre en place et de repenser finalement le modèle managérial. On a 85% des employés qui déclarent que l'amélioration du bien-être mental renforcerait leur fidélité à l'employeur. On a 86% des salariés aussi qui affirment que leur motivation, elle serait renforcée si leur entreprise, elle mettait en place des actions concrètes. Et enfin, toujours 86% des salariés qui considèrent que l'entreprise, elle est responsable de leur bien-être mental. Et ça, c'est des chiffres qui sont relayés par myhappyjob.fr. Qu'est-ce qui cause un mal-être mental au travail aujourd'hui ? Encore et toujours, d'après ce baromètre, il y a 66% des salariés qui souffrent d'un manque d'équilibre entre vie pro et vie perso. En cause notamment le non-respect du droit à la déconnexion, le droit pour chaque employé d'avoir une vie privée, tout simplement, une vie en dehors du boulot. Ensuite, on a 68% des salariés qui souffrent d'un manque de considération de leur hiérarchie. Est-ce qu'il y a un effet collatéral, peut-être, entre le mal-être psychologique des salariés et une envie de changement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, il faut croire que les situations de crise, elles amènent à de plus grandes remises en question et les plus grandes introspections qu'on peut faire finalement sur sa vie, sur ses choix, sur le chemin qu'on veut emprunter, le sens qu'on veut trouver dans ce qu'on fait. On l'a vu pendant le Covid. Ici, on a 71% des salariés qui ont fait face à une difficulté psychologique et chez qui ça a déclenché une envie de changement profond, donc le Covid, une reconversion, un changement de boîte ou de poste. Quel est l'ennemi numéro 1 du bien-être au travail, Dorit ? L'ennemi numéro 1 du bien-être au travail, c'est un management défaillant, mais c'est avant tout la solitude, le fait de rester seul avec sa souffrance, de ne pas parler, de s'isoler. Et c'est malheureusement ce qui se passe en entreprise. On a seulement 7% des salariés qui osent parler à leur manager quand ils sont dans une situation de difficulté psychologique ou à leur direction. Alors des solutions, on en a, mais le problème, c'est souvent le manque de relais de communication et d'information par les entreprises. Il n'y a qu'un tiers des salariés qui sont au courant des solutions pour le bien-être mental qui sont proposées dans leur entreprise. Alors, un seul maître mot valable dans tous les domaines de la vie, d'ailleurs, la communication. Effectivement, c'est essentiel. Merci beaucoup, Dorit, en tout cas. Et puis, nous, on continue, on retourne sur les bancs de l'école et dans les salles de classe par les sécurités avec notre invité tout de suite dans la deuxième partie du talk. Dans un contexte sociétal où la sécurité est une préoccupation majeure, notamment face aux menaces terroristes qui peuvent toucher le territoire français, et vous l'avez vu ces dernières semaines, nos écoles aussi, les pouvoirs publics cherchent des solutions. Mais savent-ils que certaines d'entre elles existent déjà? Parmi elles, Black Eyes, et on continue d'en parler avec son fondateur, Enzo. Une question peut-être effectivement pour continuer nos échanges. On en a parlé, le ministre Gabriel Attal a fait justement ses annonces sur le besoin d'avoir de plus en plus de boutons d'appel dans les salles de classe. Est-ce que vous échangez aujourd'hui avec le ministère ? Écoutez, on commence à travailler un peu avec le ministère. Maintenant, c'est vrai que ce qu'a fait le ministre, c'est une très bonne chose. De pouvoir, on va dire, répondre à cette demande et répondre à cette problématique, puisque en fait c'est une problématique. Le fait est de pouvoir alerter et surtout de gagner du temps au niveau de l'intervention. On l'a vu sur les différentes attaques qu'on a eues. Tout à fait. Mais c'est vrai que le fait d'être une start-up, c'est un peu plus compliqué. Mais on a eu des échanges et on espère présenter nos produits et être écoutés un petit peu sur la suite. Depuis le collège et depuis 2015 aussi, le dispositif des cadets de la sécurité civile responsabilise les élèves et les sensibilise au comportement de prévention. Ils reçoivent donc une formation et ont le rôle d'assistant sécurité auprès des référents. Il n'y a qu'une classe par département selon le ministère. Il faudrait idéalement former une classe par établissement, on l'imagine. Vous me disiez en préparant cette interview que vous avez aussi un aspect chez Black Eyes, formation, plutôt sensibilisation auprès des jeunes, c'est ça ? Écoutez, nous sur Black Eyes, on crée des produits, mais on s'est rendu compte que avant de venir montrer des produits, il faut aussi voir quelles sont les problématiques. C'est pour ça que dans Black Eyes, vous avez Black Eyes Analysis qui sont les audits, puisqu'en fait, il faut prendre la température, voir un petit peu les habitudes, comment ça se passe. Donc vous auditez dans les écoles les besoins. Exactement. Par la suite, on a le Black Eyes Product, c'est les produits que nous développons.
Et Black Eyes Lab, c'est les sensibilisations que nous faisons. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, la sensibilisation, l'information et la formation sont très importants. Je pense que c'est une part majeure si on veut avoir le même discours. Et surtout, c'est rééduquer les gens à s'entraider. Puisqu'en fait, on le fait pas assez. On le fait pas assez. Non. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Le CERFIL, c'est des choses qui sont mises dans les sociétés, dans les entreprises. Mais le fait est d'avoir, quand vous avez 10 personnes dans une classe, où vous êtes 15, ou vous êtes 20 ou 25 personnes qui s'entraident, c'est plus facile qu'une personne qui aide tout le monde. Bien sûr. Et ça, en fait, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et j'ai envie de vous dire, lorsque vous vous connaissez, c'est simple, mais lorsque vous êtes dans le métro, qu'il y a une agression, on voit de plus en plus où les gens, oui. Vous avez vu, les gens ne s'aident pas. Et donc, en fait, c'est aussi retrouver un petit peu cet échange et s'entraider. C'est ça, j'ai envie de vous dire, le maître mot, c'est s'entraider, en fait. Et donc, cette sensibilisation permet aux gens de s'entraider, de se retrouver, et surtout, c'est se trouver un rôle le jour J. C'est ce qu'on vous apprend aussi dans vos formations, dans ces métiers un peu techniques, très spécifiques et pas très connus aussi au sein de la gendarmerie, de la police et des autres unités d'intervention. Écoutez, le fait est de travailler dans une voiture, le fait est de travailler dans un bureau, dans un commissariat, dans une unité spécialisée, le maître mot, c'est de s'entraider, puisque tout seul, on ne fait rien. Donc c'est pour ça qu'on dit une unité ou un groupe. Vous rêviez depuis toujours de rejoindre un groupe, une unité d'intervention d'élite ? C'est quelque chose qui était là chez vous dès l'enfance ? Dès l'enfance, oui, parce qu'en fait, je regardais un petit peu les reportages à la télévision et j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui m'ont donné envie de faire ce métier. L'importance des rôles modèles. L'importance des rôles modèles, c'est très très important puisque ça vous donne une vision, ça ne ment pas, et en plus, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait d'avoir un modèle. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus simple, c'est moteur pour la suite. Quel est le parcours à suivre justement pour arriver là où vous en êtes ? Évidemment, on ne peut pas dire où vous travaillez et c'est la raison notamment pour laquelle vous êtes masqué aujourd'hui aussi, pour pas qu'on vous reconnaisse. Mais pour rejoindre la police nationale, la gendarmerie, des unités d'intervention d'élite, est-ce que c'est un parcours un peu spécifique ? Il n'y a pas forcément d'école à suivre ? C'est un parcours de militaire ? Pas du tout. Alors dans la police, il faut passer un concours. Alors, vous avez des cadets de la République, qui est une chose très très bien. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Ça leur permet un peu de voir un petit peu ce qui se fait sur le terrain. Ça se fait directement après le bac ? Ça peut se faire après le bac. Donc, vous avez les cadets de la République, vous avez les adjoints de sécurité. C'est aussi des contrats qui sont faits avant de passer le concours de gardien de la paix. Quand vous passez le concours de gardien de la paix, par la suite, si vous êtes reçu, vous entrez en école et pendant un an, on vous apprend le code pénal, le code de procédure pénale, l'utilisation, la communication, c'est totalement important. Toutes ces soft skills. On vous apprend la communication avant de vous apprendre à utiliser votre arme, et ça, c'est une très très bonne chose. Parce qu'en fait, il y a un problème de communication entre les forces de l'ordre et la population. Donc ça, c'est très bien, c'est très bien cadré, c'est très bien encadré. Et donc... par la suite, quand vous sortez de l'école, chacun peut suivre son chemin, parce qu'il y a des multitudes de métiers dans la police. En tout cas, je vous parle de la police, parce que je connais la police. Il y a une multitude de métiers et il y a de la place pour tout le monde. Donc chacun trouvera ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Moi, c'était les unités spécialisées. Ouais. Certains vont être à la police judiciaire, d'autres enquêteurs, d'autres dans un commissariat. Et je les salue, parce que c'est eux les héros. Hein. C'est eux qui sont les héros du quotidien. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez être CRS, vous pouvez être... Il y a une multitude. Vous pouvez être service technique, vous pouvez être. Donc, il y a une multitude de métiers. C'est un secteur qui recrute aujourd'hui ? J'espère que ça recrute, puisqu'en fait, on a besoin d'eux. On a toujours besoin. Monter son entreprise quand on travaille activement dans un service d'intervention comme le vôtre, c'est pas commun. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que ça a été, au contraire, peut-être une surprise pour vos supérieurs ? Déjà, c'est d'avoir l'idée. Ça, c'est sûr. Puisque c'est des produits que j'ai créés. Donc déjà, lorsque vous êtes tout seul dans le garage, vous êtes tout seul. Par la suite, il y a des couches de personnes qui se rajoutent. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils sont là, puisqu'en fait, ils sont assez critiques. Mais déjà, développer un produit, avoir l'idée, déjà, c'est le plus important. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on n'a rien à perdre. Puisque
Moi, je crée des produits de sûreté. Je me suis lancé. Bon, je n'ai jamais abandonné. Nécessaire. Mais vous avez des aides aussi, puisque quand vous ne connaissez pas le milieu de l'entreprise, c'est un peu compliqué. La communication, le marketing et tout ça. Donc j'ai été aidé, j'ai tapé aux bonnes portes. Bon, on va dire que j'ai eu la chance d'être bien entouré. Mais c'est vrai que le chemin est long, mais ne jamais, on va dire, ne jamais abandonner, c'est pour ça que la victoire est la plus belle. Donc quand on a remporté la première fois le concours Lépine, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'était une fierté. Une fierté, ouais. C'était une fierté, surtout que c'était un produit français. Donc ça, c'était d'autant plus. On le rappelle, effectivement, Made in France. C'est un sujet sur lequel on pourrait faire au moins 10 émissions. Je voulais aussi vous parler éventuellement de la menace qui se fait de plus en plus grande en France, mais aussi, on pense aux tueries de masse dans les écoles aux États-Unis. On pourrait parler de la responsabilité des collectivités locales aussi, qui ont la responsabilité du bâti scolaire. Vous allez revenir avec nous, avec grand plaisir nous en parler. En tout cas, on a été absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui, Enzo, parce qu'effectivement, vous le savez, sécuriser les établissements scolaires, voilà donc un bien vaste chantier qui ne peut s'entreprendre qu'en décidant d'impliquer différents acteurs experts dans leur domaine, et Enzo en fait partie. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau, en tout cas. Merci aussi à vous, Dorit, d'avoir été avec nous dans l'émission aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.